Nouveau fond, nouveau cadre, nouveau cartes, nouveau parc. Bienvenue dans la saison 2 de la chaîne de Ballot. Générique. Comme vous venez de le remarquer, j'ai décidé de retaper un peu la déco de la chaîne. Cadre plus grand pour des vidéos plus visibles, nouveau parc que j'ai pu visiter, et enfin un nouveau format que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir de ce format, c'est qu'il a une histoire, vu qu'il devait être à l'origine le format principal de cette chaîne. Mais ayant décidé de faire plus de l'analyse, je l'ai mis au placard. Mais qu'est-ce donc que Historon ? C'est tout simplement un format où je vais parler de la chronologie d'un élément qui touche aux univers des parcs à thème ou du jeu. Que ce soit un parc, un grand homme, ou bien un constructeur, il n'y a pas de limite en soi. Et d'ailleurs, on va parler aujourd'hui d'un parc que j'ai eu l'occasion de visiter cet été et qui me faisait envie depuis un long moment. Port Aventura. On va tout d'abord parler de l'histoire du parc, puis aborder ses points forts et ses faiblesses. Allez, c'est parti. Une course à la souris. Dans les années 1980, la Walt Disney Company décide, suite à la réussite de son parc à thème Tokyo Disneyland, de s'implanter sur le vieux continent. Durant des mois, la bataille fait rage entre trois pays, l'Italie, l'Espagne et la France. L'Italie est cependant très vite sortie du jeu au vu de la grandeur du projet et de l'acharnement des deux autres concurrents. Mais la localisation du projet Euro Disney est énormément partagée entre les deux villes de Barcelone et Paris. Ces deux cités ont leurs avantages et leurs inconvénients. Investir dans un parc à Barcelone, c'est s'assurer d'un climat proche à celui connu en Floride à Walt Disney World, les intempéries en moins. C'est aussi l'occasion de construire un parc en bordure de mer Méditerranée, et donc de pouvoir profiter de l'attrait touristique de la zone. Mais malheureusement, l'offre financière que le gouvernement français va proposer à la Walt Disney Company est bien plus intéressant que les attraits naturels du voisinage barcelonais. Euro Disneyland, renommé Disneyland Paris dans le futur, est donc construit, puis ouvert en 1992 à proximité de Paris, dans les champs de Marne-la-Vallée. Mais de cette compétition, la région Catalogne en a retenu que la construction d'un parc à thème serait intéressant pour concurrencer les parcs en Europe. C'est donc dans le début des années 90 qu'un projet est annoncé dans l'ancienne zone industrielle de Salou. Au règne du projet, on retrouve des grandes sociétés de gestion de parcs. 3 au total. Tout d'abord Anheuser-Busch, propriétaire des Busch Gardens, parc ayant vocation à concurrencer les plus grands parcs américains. Trousseau Group, propriétaire du parc anglais Alton Tower, et donc automatiquement des connaisseurs des envies du public européen. Et enfin Universal Studios, éternel concurrent de la Walt Disney Company en termes de parc à thème, mais aussi une des meilleures structures en termes de thématisation de parcs. C'est donc avec ces trois entreprises que le parc ouvrira le 1er mai 1995 pour le plaisir de toutes les familles espagnoles. Une cible précise. S'il y a quelque chose que les dirigeants du parc d'Alton Tower ont bien compris, c'est la nécessité pour un parc européen d'avoir des attractions à sensation forte battant tous les records. En effet, la notoriété de Alton Tower est basée sur la première grande légende des attractions européennes, Black Hole. Un coaster sensation qui a autant de légendes que de faits surprenants. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo de Defunctland qui s'affiche à l'instant, après ma vidéo bien évidemment. C'est donc dans cette envie de concurrencer que Dragon Quan est ouvert au lancement du parc. Il possède à l'époque le nombre le plus important d'inversions au monde, 8 en tout, et le record du plus haut looping. Dans les années qui suivent, le parc continuera à investir dans le grand et le sensationnel, avec notamment l'ouverture simultanée de Stampeda et Tomahawk, le premier étant un double wooden coaster, chose plutôt inédite à l'époque, et le second un wooden coaster familial. Ce qui est important à noter, c'est que le parc n'est pas uniquement focalisé sur les sensations fortes à son ouverture, vu qu'il a ouvert avec un grand nombre d'attractions de foire, nommées techniquement Flat Ride. Des chenilles aux autotamponneuses en passant par les pieuvres, les plus grands classiques de la fête foraine sont présents. Et enfin, dernier point que le parc a voulu mettre en avant à son ouverture, est la forte proportion dans son parc d'attractions aquatique. La chaleur de l'Espagne étant très vite étouffante, il était important de mettre un nombre considérable d'attractions aquatiques accessibles pour toute la famille. On se retrouve donc avec des flumes, un splash et un rafting classique. Universal Studios Mediterranea.
Si on connaît aujourd'hui le parc sous le nom de Port Aventura, ce n'est pas pour autant qu'il a toujours porté ce nom. En effet, en 1997, Universal étant l'actionnaire majoritaire du parc, et cherchant à étendre sa domination dans le monde des parcs à thème, le parc changera de nom pour s'accorder avec ses confrères américains et japonais. Il prendra donc le doux nom d'Universal Studios Mediterranea et débuta son premier âge d'or. Bien évidemment, Universal n'a pas dans ses plans uniquement de changer le nom du parc, et décide de mener une politique semblable à celle menée dans ces années-là en Floride, changer les parcs en resort. Fut donc construit les 2 premiers hôtels du parc, 2 attractions, et un nouveau parc profitant de la chaude météo de l'Espagne, Port Aventura Caraïbes Aquatic Park. En plus de tout cela, les mascottes Universal telles que Betty Boop ou bien Rue Sésame se baladeront dans les avenues du parc. Woody Woodpecker sera à cette époque mis en tant que mascotte principale du resort pour faire concurrence à Mickey. On voit donc qu'en cette période, le parc connaît une grande avancée et attire énormément de visiteurs qui vont maintenant pouvoir passer plus d'une journée dans le parc. Le parc continuera doucement son ascension de popularité malgré le changement de nom en 2004 pour Port Aventura, en rajoutant à son carcan d'attractions la chute libre Huracan Condor en 2005 et le nerveux Wing Rider propulsé Furious Baco en 2007, battant tous deux des records de hauteur et de vitesse. Mais bien évidemment, un parc à thème ne peut pas vivre que de lui-même, et sa popularité est tangente à l'économie du tourisme actuel. 2008, une crise économique mondiale. Bon, vous êtes déjà tous au courant, mais il y a eu en 2008 une crise économique mondiale. Et n'étant pas expert sur le sujet, je vais pas rentrer plus dans les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette crise elle va peser sur les parcs à thème dans le monde entier, et notamment dans les parcs Disney et Universal qui connaîtront une chute dans leur fréquentation. Mais le pire est pour les parcs un peu plus modestes, qui souffriront énormément du manque de tourisme. Et comme vous le savez sûrement, si la crise a été tout juste supportable en France, elle a été dévastatrice en Espagne, à tel point que les seuls visiteurs du parc étaient les personnes aisées, et souvent étrangères. Les Espagnols n'avaient plus aucun moyen de se payer une place pour Port Aventura. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la crise n'est pas la seule raison de la chute de Port Aventura. Il y a aussi dans l'ombre de Port Aventura et Disneyland Paris, un parc qui a grandi, battant tous les records du parc espagnol, Europa Park. L'Allemagne étant très peu touchée par la crise, le parc devient la destination du coaster fan et des familles, et ouvrit en 2002 et en 2009 2 attractions qui ont fait mal à Port Aventura, le Silver Star et le Blue Fire. Le premier étant un méga coaster avec une chute libre de 73 mètres de haut, et le second un looper à la Dragon Quad mais propulsé. Europa Park est ainsi devenu la référence pour les fans de coasters du monde entier, rendant obsolète Dragon Quad et Stampida. Invest Industrial, un nouvel investisseur. C'est en fin d'année 2009 que la région catalane décide de vendre ses parts dans le parc pour souffler économiquement. Les parts ont été rachetées par Invest Industrial, un géant italien du commerce de luxe qui va décider qu'il est temps de donner à Port Aventura sa gloire d'antan et de le replacer dans le top 3 des parcs européens. Tout d'abord, il décide d'exploiter la licence Rue Sésame, prêtée gracieusement par Universal Studios, en construisant une zone infantile entre la Polynésie et la Chine. Dans cette zone, on va retrouver un kiddie coaster Vekoma et des attractions parfaites pour un public très jeune. Cette stratégie va marcher, puisqu'un grand nombre de familles vont venir dans le parc en 2011 pour l'ouverture du land, et ce malgré la vétusté de la licence des années 80. Ensuite, le parc va entreprendre de grands travaux internes et politiques. Les rations de nourriture seront plus petites et vendues plus chères pour faire un maximum de profit. Les vendeurs auront l'obligation de proposer des produits en plus à chaque vente. Les fast-pass limités et illimités seront disponibles à la vente dans le parc. Et enfin, l'offre show sera réduite au minimum, pour mettre le maximum dans de plus grands investissements. Et dans la catégorie grands investissements, je pense que le Shambhala ouvert en 2012 en fait partie. Ce méga coaster n'a qu'un but clair, attaquer directement le concurrent allemand Silver Star en affichant seulement 3 petits mètres de chute libre en plus, permettant ainsi de gagner un record qui va booster grandement les ventes dans le parc. Shambhala est comme son voisin Dragon Quad un coaster B&M, qui sont connus et reconnus comme étant les coasters les plus fluides au monde. Shambhala est bon, très bon, un hit que même les Américains nous envient, et qui est considéré par beaucoup comme le meilleur coaster européen, battant ainsi Space Mountain et sa thématisation de folie. Un nouvel âge d'or. Depuis 2012, on assiste donc au nouvel âge d'or de Port Aventura, qui est maintenant dans une dynamique de sortie annuelle, avec de nouveaux toboggans pour le parc aquatique en 2013, une nouvelle attraction aquatique à Port Aventura en 2014, des shows spectaculaires du Cirque du Soleil en 2015 et 2016, et enfin, un nouveau parc pour 2017.
En effet, aujourd'hui, le complexe PortAventura World comporte 2 parcs à thème et un parc aquatique. Et l'ajout de ce nouveau parc est important, puisqu'il a fait bondir encore une fois la population annuelle du parc. Il faut dire que Ferraryland et son Red Force font maintenant frissonner l'Europe avec une montée de 112 mètres de haut et une vitesse de pointe de 180 km/h, devenant ainsi un bon parc d'appoint pour une demi-journée de visite en plus pour le moment. Pour le futur, il a été annoncé qu'un Dark Ride familial poussé ouvrira ses portes en 2019 dans la rue Sésame, et on peut être sûr que le parc construira de nouveaux coasters sensationnels dans les années à venir. Les points forts du parc. Bon, tout d'abord, avant de vous exposer les points forts et les points faibles du parc, je me dois de vous préciser que j'ai visité le parc en tant que famille. J'ai donc profité de tout type d'attractions et pas seulement des coasters. De plus, ma journée dans le parc a été extrêmement chaude, rajoutant des points positifs et des points négatifs dans mon analyse. Mais je vais tâcher d'être le plus objectif possible sur les points importants du parc. En premier lieu, la thématisation est pour moi très bonne dans ce parc. Certes, on est loin des mondes futuristes à la Discoveryland, mais l'approche très naturelle qu'a la globalité du parc est très agréable. On va passer de l'ambiance méditerranéenne de l'entrée du parc à la jungle polynésienne, puis passant sur la muraille de Chine pour rejoindre le Far West, en traversant la cité maya du Mexique. Les univers se relient bien les uns les autres, et l'ambiance est signature dans chacun. Autre point important directement lié au land, l'ombrage est excellent sur la majorité du parc. Il y a toujours un endroit à l'ombre où se poser tranquillement si jamais une attraction est beaucoup trop intense pour nous. Enfin, sauf pour le land de la Chine qui possède trop peu de végétation à mon goût, Grande Muraille oblige. Second point fort du parc, sa grande présence d'attractions aquatiques et de points de rafraîchissement. En effet, comme je l'ai dit au début de la vidéo, PortAventura a la grande chance d'avoir un climat très clément et chaud sur une grande partie de l'année. Mais cette chaleur peut très vite devenir un inconvénient si on oublie de construire de quoi se rafraîchir. Heureusement, le parc n'en manque pas. Et que ce soit des rideaux de brume dans les allées ou bien des flumes, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir. D'ailleurs, chose assez intéressante, là où les attractions aquatiques des autres parcs européens jouent souvent sur la peur de se faire arroser pour finalement n'avoir qu'une tache d'eau sur le short, à PortAventura, on nous fait comprendre clairement que l'on ne sortira pas indemne de l'attraction, et c'est totalement le cas, qu'importe soit votre place dans les embarcations. Fun fact, c'est la seule fois où je me suis promené torse nu dans un parc à cause de l'eau, et ça n'a pas eu l'air de gêner les personnes présentes dans le parc. Et enfin, pour moi le point le plus important est la qualité des attractions à sensations fortes. On en dénombre 5 au bas mot, et elles sont juste parfaites. Le Stampida va vous donner des sensations folles avec ses vibrations colossales et ses pointes de vitesse. Le Huracan Conda va vous faire mouiller votre culotte pendant toute la montée et vous faire lâcher un cri pendant les 0,5 secondes de la descente. Le Furious Baco vous transportera dans une autre dimension avec ses 180 km/h qui vous couperont le souffle et ses virages qui vous soulèveront le cœur. Le mythique Dragon Quan vous fera perdre la tête alors que le majestueux Shambhala enverra votre âme au 7ème ciel. Aucune attraction n'est à jeter dans ce parc, et même si je n'ai pas pu la tester, rider Red Force doit être une expérience phénoménale. Personnellement, la seule attraction du Big Five que je n'ai pas aimé est Dragon Quan, mais en temps normal je ne raffole pas tant que ça des loopers, donc c'est normal en soi. Et si vous voulez savoir, pour moi c'est Dragon Quan, Huracan, Furious Baco, Stampida et Shambhala. Les points dont je veux parler, mais qui sont ni bons ni mauvais, oui, ça commence à faire long. Comme dit dans ce merveilleux titre, il y a des choses intéressantes dans ce parc, voire nécessaires, mais que je ne trouve pas bons ou mauvais et dont j'avais envie de vous parler. Tout d'abord, la propreté dans le parc est très bonne. Que ce soit les toilettes ou bien les avenues du parc, tout est très bien entretenu. On ne voit pas, comme c'est le cas dans certains parcs, d'attractions pourries ou bien des gens sortant des toilettes avec les doigts pinçant leur nez. Mais étant quelque chose que je considère comme obligatoire, je ne peux pas le classer dans les points positifs en soi. Ensuite, il y a une grande mise en avant des personnages sous licence Universal. Toute cette activité donne une véritable vie au parc, que ce soit lorsque Woody se balade dans le parc, ou bien quand Betty Boop arrive avec sa voiture. On a l'impression que le parc essaye de créer une atmosphère semblable à Disney. Mais pour ce qui est des costumes, c'est une catastrophe. Entre la Betty Boop aux yeux coincés et le fake Indiana Jones immonde, on a parfois l'impression de voir des cosplays de l'avenue des Stars à LA. Mais malgré tout, certains costumes sont très bien réalisés, notamment du côté de la rue Sésame. Comme on a pu le voir dans l'histoire du parc, l'aspect chaud est passé à la trappe durant des années, mais on ne peut pas nier que ceux présents dans le parc sont plutôt bons et agréables.
la parade entre jour et nuit est très bonne, et le show nocturne dans la baie méditerranéenne est bon, même si vieillissant par moments. Les points faibles. Et maintenant, on va rentrer dans la partie où je vais pouvoir me lâcher. Tout d'abord, il va falloir parler de la thématisation micro du parc. Comme je l'ai dit avant, le parc a une thématisation générale extrêmement bien ficelée, avec une composition de landes riche et intéressante. C'est ce que je nomme l'échelle macro de thématisation, car pour ce qui est de l'échelle micro, c'est-à-dire les files d'attente, ce n'est pas vraiment ça. En effet, dans un parc d'attractions, même si on passe une partie de son temps dans les avenues, c'est bien dans les files d'attente que l'on va passer 50% de notre journée. Et à Port Aventura, dans les files d'attente, on se fait chier. Le mot est dur, mais le mot est juste. Je n'ai jamais vu autant de parcs à bœuf que dans ce parc. Si on fait une comparaison avec les files d'attente d'autres parcs, la composition du tracé donne quelque chose du genre. Passage unique, petit parc à bœuf, passage unique, deuxième petit parc à bœuf, passage unique, quai de l'attraction. C'est le cas dans Ratatouille, Rock'n'Roller Coaster, Osiris, Silver Star, Oromir et j'en passe. Alors qu'à Port Aventura, on a rafting, parc à bœuf, Stampeda, long chemin, puis parc à bœuf vertical, Huracan, parc à bœuf, Dragon Quan, Shambhala, parc à bœuf, Furious Baco, parc à bœuf Land. Bref, je crois que vous m'avez compris. Les files d'attente dans ce parc sont une purge. Parfois un brin thématisé comme dans Furious Baco, parfois un simple bâtiment comme dans Dragon Quan ou Shambhala. Bon, on peut croire que je chipote, parce qu'en soi, attendre dans un parc à bœuf ou dans une file d'attente thématisée, bah ça fait attendre le même temps. Eh bien non, car le principe d'une file thématisée, c'est de nous mettre dans l'ambiance, de nous faire vivre une expérience avant le plat de résistance. Dans Star Tour, on est autant admiratif dans la queue que dans l'attraction. Ici, on a juste l'impression d'attendre, très longuement, le plus souvent sans ses effets personnels laissés dans les consignes, et on s'ennuie. En ressort une impression d'être dans un parc uniquement fait pour faire des attractions, et pas nous faire vivre des expériences. Je vais donner un point concret pour clore ce point. Lorsque l'on fait Shambhala pour la première fois, on a envie de stresser dans la file d'attente, de faire monter la pression, et ce n'est pas du tout ce qui se passe, car on flippe à mort en montant les marches, oui, le temps de rejoindre la file, on flippe aussi, mais à partir de là, on se fait juste chier comme un rat pour finalement uniquement stresser dans la dernière ligne droite. Et vous pourrez me dire que c'est comme ça pour toutes les attractions, et je pourrais facilement vous répondre que oui, s'il n'y avait pas Silver Star. C'est exactement le même rail system avec comme seule différente la file d'attente, qui dans Silver Star est totalement fermée. On ne voit à aucun moment l'attraction durant toute l'attente. Encore plus fort, on entend juste l'accroche au lift du wagon et le freinage final. L'attraction arrive à nous pressuriser pendant plus de 30 minutes d'attente, et en arrivant sur le quai, on a les jambes ballantes et l'envie de se faire dans la culotte. Bref, je vais arrêter de parler d'attente pour me concentrer sur une de mes autres grandes passions, la bouffe. Et quel calvaire! Bon là je pense que je me base uniquement sur une expérience personnelle, mais je n'ai jamais vu un parc être aussi strict sur la nourriture dans le parc. Pique-nique interdit, obligation de jeter la nourriture, ou bien de retourner les déposer dans la voiture, et surtout aucune tolérance. Dans les parcs en général, les pique-niques aussi ne sont pas autorisés, mais sont tolérés, parce que l'on sait que les personnes qui vont manger un pique-nique vont au moins faire un autre repas dans le parc, et faire souvent beaucoup d'à côté sur les snacks. Mais à Port Aventura, c'est niet. On ne veut pas voir une tranche de jambon ou une baguette de pain. Mais le problème ne s'arrête pas là. L'offre de nourriture est le strict minimum. La valeur marchande des menus n'excède pas les 5 €, et on a l'impression de se faire couiller à chaque achat de nourriture. C'est un véritable problème, sachant que manger est un besoin fondamental, et qu'il joue sur notre envie de revenir dans un parc ou non. Et enfin, dernier des derniers points notables sur ce parc, et le plus important, le parc est mal fait. Et quand je parle de mal fait, je fais directement écho à ma vidéo sur le level design et les parcs. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir après. Mais concrètement, dans chaque parc, il y a un chemin critique que le visiteur va prendre lors de sa première visite instinctivement. Et là, le souci, c'est que l'on a une structure de parc qui pourrait se résumer à on prend un parc Disney, on prend le chemin critique, et on supprime radicalement tous les autres chemins du parc. Concrètement, c'est comme si à Disneyland Paris, pour aller de Frontierland à Discoveryland, on devait passer soit par Adventureland et Fantasyland, soit redescendre et remonter tout Main Street par les arcades, et ce, à chaque fois. Le souci, c'est que c'est totalement usant comme structure,
car le visiteur n'a pas forcément envie de faire toutes les attractions dans un ordre prédéfini pour s'économiser un maximum. Il veut être libre de pouvoir faire n'importe quelle attraction dans n'importe quel ordre, et accéder facilement à chacune. L'endroit qui est pour moi le plus caractéristique du mal du parc est la zone El Diablo Flume Silver, qui sont deux attractions qui s'entremêlent et se croisent, mais dont les entrées sont situées géographiquement aux deux extrémités du parc. Il y avait moyen de mettre en chemin à cet endroit pour relier le Far West et le Mexique, l'attraction El Diablo représentant le Far West mexicain d'ailleurs. Mais le parc n'a pas jugé nécessaire de le faire. Je ne vais pas épiloguer pendant 3 heures sur le sujet, mais concrètement voilà mon avis sur le parc. Pour moi, c'est un très bon parc, avec une histoire très intéressante, mais qui pour moi ne peut pas inquiéter les parcs comme Disneyland ou Europa Park. Pro tips pour votre visite, pour manger moins cher dans le parc et ne pas se sentir entubé, préparez des sandwichs en amont et faites un aller-retour parking entrée du parc pour les manger, ça vous permettra de manger dans un resto de meilleure qualité le soir. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format de vidéo, mixant aujourd'hui l'histoire d'un parc et mon avis personnel dessus. N'hésitez pas à me faire tous les retours que vous souhaitez en commentaire. C'était Balo, y recuerda eso...